Je vous rappelle que c'est la première association d'ingénieurs issus d'une même école d'Europe, avec 28 000 membres, dans une assiette un peu plus large, ce qui donc nous laisse des espoirs d'arriver un jour à 50 000. Nous avons la chance d'avoir cet hôtel particulier par l'extraordinaire solidarité intergénérationnelle qui a toujours marqué nos affaires depuis 150 ans ou 160 ans. Comme vous le savez, cet hôtel de Madame Singer et du prince de Polignac a été vendu à Delage, le constructeur d'automobiles Gazar, à Métier, et qu'il en a fait don à la société. Et que depuis, nous l'entretenons très très bien, avec une exploitation commerciale équilibrée. Et donc nous sommes très très heureux d'accueillir dans m'a-t-on dit, où est-ce qu'elle est tu te caches dans un petit coin là. Tous les ans, me dit-on, vous venez ici, et je tenais absolument à vous accueillir, à dire à quel point nous sommes contents de recueillir la fine fleur, si j'ai bien compris, de l'informatique, fer de lance également du XXIe siècle. Et je suis aussi très très content d'accueillir mon ami Julien Rothman, qui est le nouveau président du CNISF, et qui véritablement, je crois, fait des choses. Et je pense que nous avons beaucoup de choses à faire, les ingénieurs, les diplômés des écoles, car la météo n'est pas spécialement favorable, la météo politique n'est pas spécialement favorable, mais par contre, je suis persuadé que le XXIe siècle, avec les défis qu'il a à relever, à savoir celui de la mobilité, celui de l'énergie, celui de l'alimentation, le plus insoluble sûrement, celui de l'eau et le développement durable, d'ici 2050, nous n'avons pas les solutions devant nous, et donc ce sera le siècle des scientifiques et des ingénieurs. Et donc ça doit nous donner du courage, et ça doit vous donner du courage pour arriver à régler les problèmes, et l'informatique est un des grands supports qui permet de régler les problèmes. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus, parce que moi je dois aller dans un groupe de réflexion sur les assurances, parce qu'il y a beaucoup de groupes ici, 50, et je vous souhaite une bonne journée de travail, où j'ai vu, vous avez des gens très intéressants, même un philosophe. Il est là le philosophe? Pas encore là. Voilà. Bonne journée et bienvenue chez nous. Bien, merci de cet accueil toujours sympathique aux Arts et Métiers. Je suis Jean-François Perret, je suis un des animateurs de l'Institut G9+. Bien sûr, là, en ces débuts de séance, on parle beaucoup d'ingénieurs et scientifiques. On va en parler dans un instant avec Julien Rothman. Mais n'oublions pas que le G9+, ce sont les ingénieurs et ce sont aussi les managers, puisque, comme vous le savez, notre vingtaine d'associations membres regroupe 60% d'associations d'anciens écoles d'ingénieurs et 40% des principales écoles françaises de management. Donc le programme, comme d'habitude, on essayait de le faire éclectique par rapport aux métiers, au pluriel, de nos sympathisants, de nos membres. Et on va classiquement, donc je vous accueille au nom du G9+, et de Claude Durand qui a bien voulu me laisser la parole quelques instants. Je vais la reprendre d'ailleurs dans quelques instants à nouveau. Donc on a fait un programme classique, table ronde et un speech final un peu décalé quelque part, et je pense que vous ne serez pas déçus par les uns et par les autres. Sans plus attendre, donc, je vais donner la parole à la personnalité qui va nous introduire cette demi-journée, donc Julien Rothman, qui est président d'Ingénieurs et Scientifiques de France, nouveau nom du CNISF, comme on disait précédemment. Julien, si tu veux me rejoindre. Bonjour à tous. Et merci Jean-François et merci à Claude Durand de m'accueillir ici. Je suis très sensible, d'autant plus que dans une autre vie, j'ai eu quelques compétences en informatique. C'est loin derrière. Donc ça fait vraiment plaisir d'être ici. Bon, vous êtes des gens qui vous intéressez en priorité au business de l'informatique et des télécommunications. Moi, je m'intéresse plus aux hommes qui le font, et c'est la raison d'être d'Ingénieurs et Scientifiques de France. Je veux dire que sur ces sujets-là, je pourrais être intarissable.
Ce qui me fait penser à une histoire que vous connaissez peut-être, avec Georges Bernard Shaw, qui était, disait-on, un des plus grands experts sur la littérature du XVIIIe siècle. Et un jour, il devait participer à une conférence comme celle-ci. Il était un des intervenants, le temps commençait à presser un petit peu, et le président de la conférence le fait venir, le fait monter à la tribune et lui dit maintenant, Mr. Shaw, vous allez nous parler de la littérature du XVIIIe siècle, et il ajoute, vous avez 5 minutes. Et donc, Georges Bernard Shaw, un peu interloqué, lui dit, mais enfin, comment est-ce que je vais arriver à dire en 5 minutes ce que je sais sur la littérature du XVIIIe siècle? Et le président, qui était un lord anglais, lui répond imperturbable, speak slowly. Alors, je vais quand même essayer d'être un tout petit peu plus rapide. Alors, une petite page de pub pour les ingénieurs et scientifiques de France. Nous représentons aujourd'hui à peu près 850 000 professionnels. C'est, je dirais, la plus grande partie de toutes les associations d'anciens élèves des grandes écoles d'ingénieurs. Il y a en France 215 grandes écoles d'ingénieurs, on en fédère à peu près 120. Un certain nombre aussi de sociétés savantes, d'organisations professionnelles scientifiques. Et nous avons également une couverture, comme beaucoup de vos associations, sur les régions. On a 25 régions qui sont organisées. Le nom actuel de ces ensembles, ce sont ce qu'on appelle les URIS, les Unions régionales d'ingénierie scientifique. Notre vocation, notre raison d'être, c'est en fait de rassembler et de représenter la profession d'ingénieur et de chercheur en France. À la fois en fédérant, en organisant. Et donc, c'est vrai donc vis-à-vis de l'interne, bien sûr, de nos membres, des associations qui payent leurs cotisations à la fédération. Et c'est surtout un rôle très important de représentation vers l'extérieur, c'est-à-dire en priorité vers les pouvoirs publics. C'est à ce titre-là qu'il y a quelques jours, nous avons fait un petit passage éclair à Matignon, et puis également vis-à-vis des entreprises. Et à ce titre-là, nous sommes en rapport avec MEDEF, CGPME. L'objectif, encore une fois, étant de positionner la profession d'ingénieur et la profession de chercheur ou de scientifique vis-à-vis des grands ensembles, des grands influenceurs du moment. Le deuxième point, le deuxième objectif, la deuxième raison d'être, c'est de faire connaître et reconnaître. On a aujourd'hui une certaine désaffection, une certaine déshérence pour les sciences et les technologies de manière générale. Les métiers d'ingénieur et de chercheur ne sont plus tout à fait avec l'image qu'ils pouvaient avoir il y a 30 ou 40 ans. Donc il y a tout un travail à faire pour valoriser les diplômes, pour donner une image extrêmement forte. Ça va d'ailleurs de pair avec l'industrie. Aujourd'hui, bon, je vous apprends rien en vous disant que une désindustrialisation en France, il y a aussi des difficultés dans les services, et vous les connaissez mieux que moi. Et là, il y a donc tout un travail à faire pour réimplanter les ingénieurs et les scientifiques au cœur des débats, au cœur des leviers de la société. Je vous donne un exemple, mais il en vaut bien d'autres, avec la vie politique. Sur la masse de députés et de sénateurs qu'on a aujourd'hui en France, il y a 20 députés qui se réclament du métier d'ingénieur et 6 sénateurs. Vous voyez qu'il y a room for improvement, on peut quand même faire mieux. Donc, faire connaître et reconnaître cet environnement, ces matières, ces métiers, cette profession. Troisième point, nous nous considérons comme responsables de la profession dans son présent et dans son avenir. Alors, pour ce qui est de l'avenir, c'est très gentil de parler d'ingénieurs et de chercheurs. Encore faut-il les former et encore faut-il avoir un pipeline qui amène un certain nombre d'élèves et d'étudiants vers ces domaines-là. Là aussi, vous savez qu'il y a aujourd'hui des débats extrêmement forts, d'une part sur la baisse de la fréquentation des filières scientifiques et technologiques en France, d'autre part sur la réforme des programmes d'enseignement. Récemment, on a réduit dans les classes de seconde l'enseignement des sciences de l'ingénieur en le rendant optionnel, en réduisant le nombre d'heures. On parle de diluer un petit peu les classes préparatoires dans les universités. Enfin, il y a toute une série de choses
qui sont en train de se préparer, dont le motif d'origine est tout à fait respectable, puisqu'il s'agit de relancer l'université et de booster l'ensemble de ce qui se fait en France. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que la facture soit payée par les grandes écoles, qu'elles soient d'ingénieurs ou autres. Donc, nous avons une responsabilité dans ce pipeline de formation, et donc nous avons toute une série d'interventions dans les collèges et les lycées où des ingénieurs et des chercheurs viennent parler de leur métier, viennent encourager les lycéens et les collégiens à s'orienter vers ces matières et vers ces professions. Nous veillons bien entendu aussi à la qualité de la formation, donc nous essayons d'intervenir dans le cursus des études. Nous avons mis en place des groupes de travail sur la formation continue, parce qu'il y a encore trop de gens qui considèrent que la formation s'arrête au diplôme. Quand on a 40 ou 50 ans de carrière derrière, il y a probablement quelques petites mises à jour à faire. Et nous essayons aussi, en termes d'image que j'évoquais tout à l'heure, de débouchés d'emploi, de mettre l'accent. On participe en particulier à un certain nombre de prix. Vous avez tous entendu parler du prix de l'ingénieur de l'année que nous décernons avec l'usine Nouvelle. Il y a un prix qui s'appelle le prix Chéreau-Lavet, qui est le prix de l'ingénieur inventeur. Enfin, il y a toute une série d'initiatives, encore une fois, qui visent à la fois à motiver les générations montantes vers les métiers de chercheurs et d'ingénieurs, et dans l'absolu à valoriser cette profession pour la rendre beaucoup plus motivante, beaucoup plus attractive. Bien évidemment, à ce titre-là, nous sommes en relation très suivie avec tous les grands organismes qui gèrent l'enseignement supérieur. Jean-François évoquait tout à l'heure le fait qu'il y avait ici des représentants des grandes écoles d'ingénieurs et des grandes écoles de management et de business. On est en rapport avec la CGE, la conférence des grandes écoles. On est en relation avec la CDFI, qui est l'organisation qui regroupe les directeurs des grandes écoles d'ingénieurs, la CTI, la commission des titres d'ingénieurs. Enfin, il y a toute une noria d'institutions et d'organisations avec lesquelles on essaie de travailler pour redonner à cette profession, dans les années qui viennent, toute la place qu'elle mérite d'occuper. Alors évidemment, on s'occupe aussi un petit peu du présent. Et là, notre rôle est d'essayer de structurer un petit peu la profession, de l'organiser, de suivre et d'accompagner. Je vous donne 2-3 exemples. Il y a un document que vous connaissez peut-être, qui est l'enquête annuelle sur les ingénieurs. On envoie à l'ensemble des élèves, des ingénieurs qui sont sur le terrain un questionnaire. On reçoit 45 000 réponses, qui est un échantillon absolument colossal, quand vous savez que la Sofres arrive à prédire les résultats d'une élection avec des panels d'à peu près 500 personnes. Donc on a une matière extrêmement forte, et il y a toute une série d'analyses qui sont faites chaque année. C'est quelque chose qui est d'origine à la France et qu'on est en train d'essayer de généraliser l'Europe. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez apprécié. Il y a également ce qu'on appelle le répertoire, qui est en fait un registre de la profession. Donc si vous êtes ingénieur ou si vous avez un titre de docteur ou un master et que vous exercez des métiers proches du métier d'ingénieur ou de chercheur, vous figurez normalement dans ce répertoire avec votre nom, l'année d'obtention de votre diplôme et l'université ou la grande école qui vous l'a délivré. C'est quelque chose qui est extrêmement consulté. Il y a à peu près 50 000 consultations par mois. C'est quelque chose qui est aussi assez intéressant. Et il y a bien entendu ce que nous appelons chez nous les comités sectoriels. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'en général, dans les associations, on a une très large fréquentation de retraités ou de pré-retraités. On trouve aussi beaucoup d'ingénieurs en début de carrière parce qu'ils veulent s'orienter, ils veulent se faire parrainer ou coacher un petit peu. Par contre, dans la vie active, disons entre 30 et 50 ans, c'est pas des grandes foules. Et je ne jette pas la pierre, j'ai pêché par là moi-même. Pour intéresser les gens qui sont, disons, dans la phase très active de leur carrière, il n'y a pas 50 moyens, il faut leur parler de leur business, de leur métier, de leur activité. D'où les groupes professionnels qui existent dans de très nombreuses associations d'anciens élèves ou de diplômés. Et nous avons repris ça également au niveau d'ingénierie scientifique de France, avec une quinzaine de comités sectoriels sur quelques grands domaines de technologie, l'énergie, l'éthique bien sûr, etc. et j'en passe. L'objectif de ces comités sectoriels, c'est d'abord d'assurer une certaine veille à la fois technologique et économique sur ce qui est en train de se passer dans leur secteur d'activité.
c'est dans la mesure du possible de répertorier les quelques experts qui peuvent exister dans leur domaine pour que le jour où il y a un incident ou des questions qui se posent dans un débat général, on n'est pas n'importe quel guignol venant dire n'importe quoi, n'importe comment, mais avoir des gens compétents qui s'expriment sur les sujets. C'est aussi d'assurer une cohérence transversale entre les différents groupes des différentes associations. Et je dois dire qu'à cet égard, le G9+, qui est un des plus anciens, est vraiment le prototype de ce que je souhaiterais qu'on fasse sur les différents comités sectoriels. C'est-à-dire que vous avez comme très grand mérite à mes yeux, d'abord de travailler dans un domaine que j'aime bien, mais essentiel, mais surtout de fédérer de très nombreuses associations de diplômés de grandes écoles, pour une large part l'école d'ingénieurs, mais aussi des écoles de management et de business. Et ça n'est que comme ça qu'on peut avancer. Et c'est cet effet transversal qui est une formidable valeur ajoutée. Ça présente rigoureusement aucun intérêt que, par exemple, dans le domaine de l'énergie, j'ai un comité énergie à l'X, j'en ai un aux mines, j'en ai un à Centrale, j'en ai un à Supélec, j'en ai dans 50 endroits. En faire un N+1, ça présente aucun intérêt, si ce n'est pour avoir quelque chose de général et de très transversal. Donc voilà, vraiment brosser en quelques mots ce qu'on essaye de faire au niveau d'ingénierie scientifique de France. Bien entendu, un des ingrédients majeurs pour réussir tout ça, c'est la communication, et on fait des efforts que vous avez peut-être pu remarquer dans les dernières semaines pour promouvoir la marque ingénieur et scientifique de France, et évidemment les métiers qui vont avec. Alors c'est d'autant plus important qu'on sort d'une période de crise, et je crois que vous allez adresser ça longuement ce matin. Dans les années 80, Thierry Breton avait été le premier à amener en France un superbe idéogramme chinois. Le mot crise en chinois s'écrivant avec deux idéogrammes, l'un qui veut dire danger, l'autre qui veut dire opportunité. Je crois que ça rejoint bien ce dont vous allez parler ce matin. Bon, on a tous connu, chacun dans nos activités, une année 2009 qui était un peu une annus horribilis, et avec une année 2010 qui a quand même assez, disons, où il y a eu un certain redressement des choses. Le problème, c'est que cette amélioration, enfin pour ce qui me concerne en tout cas, et ce que je peux en voir, a l'air quand même relativement fragile, et que c'est une course où il faut en permanence investir, être un petit peu en avance sur les autres pour arriver à survivre. C'est la fameuse histoire que vous connaissez aussi certainement du japonais et de l'américain qui sont dans la brousse à chasser le lion, et puis ils trouvent à un moment un lion, et en fait c'est le lion qui commence à les chasser, donc ils leur courent derrière, et donc ils courent aussi vite qu'ils le peuvent, et à un moment le japonais s'arrête, sort de son sac à dos une paire de baskets, et commence à mettre ses baskets. Et l'Américain, qui a déjà 100 mètres d'avance, se retourne et se moque du Japonais en disant « Tu crois vraiment qu'avec tes baskets, tu vas courir plus vite que le lion ?» Et le Japonais lui répond « Non, mais je vais courir plus vite que toi. » Donc ça, c'est un peu le sens de ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Je pense qu'on a retrouvé quand même quelques vérités premières à cause ou grâce à cette crise, en particulier l'importance du client. Parce qu'une fois qu'on a fini de parler du marché, qu'on a fini de parler de l'économie, des banques, des investissements, on revient quand même à quelques fondamentaux. Donc un client, c'est quelqu'un qui va toujours au plus proche et au plus compétent. Et donc là, je pense qu'on a un certain nombre de choses à faire. Je crois on commence à retrouver aussi des notions de mise en commun et de solidarité. Alors bien évidemment, nous sommes tous dans des entreprises, et chacun doit évidemment défendre ses intérêts propres. Mais il y a quand même une part importante qu'on peut mettre en commun, sur laquelle on peut faire une économie d'échelle et qui peut être extrêmement fructueuse. Je vous cite comme exemple quelque chose que j'ai connu avec les pôles de compétitivité, où dans un certain nombre de domaines, en particulier dans le domaine informatique, avec le pôle SCS, les solutions communicantes sécurisées dans le sud de la France. Bon, le pôle, donc c'est-à-dire une association de grandes entreprises, de PME, d'ensemble universitaire et de grandes écoles, a créé une plateforme de tests, en particulier pour certaines radiotechnologies, et
qui a permis à des gens qui autrement n'auraient jamais pu se payer des essais ou des tests, en tout cas pas à cette échelle, de venir le faire. Il y a la même chose pour Images et Réseaux en Bretagne. Enfin, donc, c'est quelque chose qui a été fait. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez prendre en compte dans vos débats, à savoir la mise en commun de ce qui peut être mis en commun pour pouvoir permettre à tout le monde d'aller plus loin et plus vite. Je crois aussi, enfin, deux observations. La première, c'est qu'il y a, me semble-t-il, un espèce de plafond de verre. C'est-à-dire qu'on trouve en France énormément d'entreprises, de start-up innovantes. Et puis dès qu'on arrive à un certain niveau, qu'on commence à aborder la cinquantaine de salariés ou un certain chiffre d'affaires, soit on se fait absorber par une grande société américaine, soit on se dissout, soit un grand groupe. On devrait quand même trouver un moyen en France de créer des Google, des Apple, des boîtes comme ça, qui ont commencé comme des start-up, mais qui ont continué à croître. Et là, je crois que c'est vraiment un des grands challenges pour l'éthique, mais également pour les autres domaines. L'autre point, qui est une observation positive, je crois qu'il n'y a jamais eu dans ce pays autant d'argent public et autant de moyens légaux à la disposition des entrepreneurs. Entre tout le statut de l'auto-entrepreneur qu'a créé Novelli, tout ce que fait Oseo, les crédits impôts recherche, les jeunes entreprises innovantes, enfin on ne compte plus tous les dispositifs qui amènent de l'argent public. Le problème d'ailleurs, c'est probablement qu'il n'y a pas d'argent privé ou pas suffisamment pour prendre du risque et pour prendre du relais sur ces choses-là, mais enfin il y a quand même des conditions qui étaient inimaginables il y a une vingtaine d'années. Donc c'est vrai qu'on a une crise, mais enfin on a quand même quelques moyens de le surmonter. Je voudrais simplement conclure en vous rappelant que une fois qu'on a parlé d'argent, une fois qu'on a parlé de structure, une fois qu'on a parlé d'aide, qu'on a parlé de sciences et de technologie, derrière tout ça, il y a des gens. Et les gens, c'est les ingénieurs, les chercheurs, les hommes et les femmes. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on dépasse un peu le précaré et qu'on regarde à l'international, l'ingénieur français a une des meilleures réputations du monde. C'est d'ailleurs très paradoxal parce que les gens comprennent absolument rien à notre système de grandes écoles qui est totalement différent des universités et de ce qui se fait ailleurs, mais les ingénieurs français sont appréciés et s'arrachent. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est qu'on a une évaporation absolument phénoménale d'ingénieurs français qui trouvent des jobs à l'étranger. C'est pas un but en soi, mais enfin c'est quand même un indice. Donc on a réellement une ressource, des pépites. Enfin c'est vraiment, on est assis sur une mine d'or, qui sont les hommes et les femmes qui sortent de la formation des grandes écoles et des universités en France. Et ça, c'est un atout qui est absolument sans pareil. Alors, c'est vrai que la Chine ou l'Inde produisent des ingénieurs à des dizaines ou à des centaines de milliers d'exemplaires, mais ceux que nous avons ici tiennent très largement la comparaison. Je crois qu'il faut le prendre en compte. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente réunion.